Bonjour tout le monde. Alors, je vous retrouve en ce mois d'août pour vous faire une petite météo astro des énergies du moment, avec les transits, les mouvements des planètes dans le ciel. Au mois de juillet, j'ai privilégié l'écriture d'articles que j'ai pu mettre dans l'espace communauté de la chaîne, La Sensorialité des Étoiles, et sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, où vous pouvez retrouver sous La Sensorialité des Étoiles des tas de contenus qui soient parfois plus sérieux ou parfois plus humoristiques selon mon envie. Alors donc je suis Akara Peala et je travaille depuis des années sur les énergies terre, eau, feu et air en tant qu'art thérapeute, astrologue et autres outils dans ma mallette. Et là, je ressens l'envie de vous partager un petit peu de l'énergie du soleil. Alors, quelquefois, c'est en peinture, quelquefois, ça va être en poésie. C'est selon ce qui m'inspire. Donc, ce matin, m'est venue l'envie de parler du soleil en le décrivant comme l'astre du cœur, centre du vivant, de lumière et de chaleur, qui rugit à l'aube, se couche dans un flamboiement pourpre. Rayonnement, père nourricier, puissance du feu, joie d'être, l'enfance qui survient au milieu de la nuit mature, la foi, la présence, conscience. Soleil et Lune sont deux astres complémentaires qui parfois dans les énergies peuvent représenter le père et l'enfant, il peut représenter le couple femme-homme, il peut représenter le peuple et les dirigeants. Il y a toute une forme de dualité, de complémentarité entre les énergies solaires et les énergies lunaires. On est dans quelque chose qui s'exprime le jour, qui rayonne, qui envoie vers l'extérieur, qui est très polarisé masculin pour le soleil, et pour la lune, eh bien, c'est plus le ventre maternel, le peuple, l'intériorité, la sensibilité de l'eau. Donc c'est l'eau et le feu qui se parlent en fait dans les énergies. On sait que le feu est attisé par l'air et que l'eau nourrit la terre. On comprend bien que tout est cycle et que chaque élément de ce grand jeu, de ce grand système en nourrit un autre. On ne peut dissocier ni différencier les énergies. Elles discutent, elles travaillent ensemble pour créer le vivant. Alors cela ne crée pas que du vivant, ça peut aussi créer de la mort. Toutes les énergies sont représentées dans le zodiaque et elles ont toute une utilité absolument nécessaire. Les 12 signes portent des vibrations et des énergies complémentaires et différentes qui parfois s'opposent, mais qui forment en fait une grande harmonie, car nous avons besoin à la fois de naître, de grandir, d'affirmer notre individualité, notre ego, puis de s'apercevoir que seul, on n'est pas grand-chose, donc se mettre en lien avec l'autre, puis se mettre au service, revisiter les choses qui nous habitent, qui nous imprègnent depuis nos lignées, le transgénérationnel, les espaces d'inconscient, les karmas, peu importe comment on appelle toutes ces choses-là selon nos cultures et nos connaissances. On parle tout le temps de la même chose et puis il y a un moment, on est à une sorte d'apogée, ce qui peut représenter aussi le moment de la pleine lune, où il y a une tension d'évolution et une complétude qui est assez grande. Puis un déclin qui n'est pas tristesse, qui est maturité, vers lequel on peut aller quand on est, par exemple, à l'automne de sa vie, ou quand en balance, on a récupéré beaucoup d'harmonie, d'énergie, de douceur et de beauté, puisque la balance, par exemple, est régie par la belle Vénus. Et puis ensuite, on va plonger dans les énergies puissantes et volcaniques d'un scorpion qui, lui, va permettre la transformation. Et il est souvent le mal-aimé du zodiaque. Pourquoi ? Parce qu'on a peur d'aller visiter nos ombres, on se veut
invulnérable, on est dans des systèmes de contrôle assez puissants. Et le maître du Scorpion, qui est notre grand alchimiste du zodiaque, Pluton, il est là justement pour permettre de faire du nouveau, de l'espace, permettre de mourir pour renaître, comme la plante qui se couche au sol et se décompose pour pouvoir faire un humus enrichissant, aidé de tout un tas d'énergies qui vont permettre de rentrer dans une période de maturité profonde, de toucher aussi la grande sagesse incroyable de l'ermite, de Saturne, de grandes énergies comme ça en nous qui font qu'à à la fin de notre vie, on peut être pleinement empli et satisfait de ce que l'on a pu créer sur cette terre. Si on n'en est pas là, il n'y a pas à s'en vouloir ni à s'affliger. Il est de peut-être retrouver son cap dont j'ai parlé lors des derniers articles que j'ai pu écrire sur la lunaison dernière. Nous devions retrouver notre cap comme un bateau un peu perdu sur les mers d'huile. Et nous avons besoin de la maturité, de ces signes divers qui vont permettre de descendre dans les profondeurs, dans les espaces froids de notre être. Bon, là, évidemment, nous sommes en plein mois d'août, nous avons envie de feu de camp, de joie, de chaleur, de tournesol, de frivolité, peut-être même depuis le mois de juin. Et pourtant, les énergies qui sont actives dans cette lunaison qui s'ouvre nous amènent vraiment à descendre dans des profondeurs de notre être afin d'aller chercher le phénix qui dort, qui ne demande qu'à émerger de notre coccyx, de notre terre intérieure, pour pouvoir nous permettre d'oser nous déployer dans ce monde, malgré tout un tas d'énergies contradictoires qui, elles, nous demandent de plonger. Donc on est à la fois le martin pêcheur qui plonge la tête dans l'eau pour aller chercher le poisson, et on est à la fois le poisson qui nage en eau profonde pour essayer de se dégager de ce qui lui arrive dessus. On est perdu dans l'univers d'une Neptune, une planète transpersonnelle très lointaine, qui nous porte au rêve, qui nous envoie des messages d'amour, de connexion à des espaces de notre demeure lointaine. On peut avoir une nostalgie extrêmement puissante actuellement, puisque Neptune est vraiment concentrée sur le dernier degré du poisson. Elle sortira de chez elle dans quelques temps, au printemps 2025. Et là, on est sur une concentration d'illusions, une concentration très puissante d'énergie. Alors, il y a plusieurs mots qui me sont venus spontanément que je détaillerai au cours de cette interprétation, enfin, cette petite discussion avec les astres que je vous offre. C'est le mot affront et le mot choix cornélien. J'ai vu ça apparaître à travers les 2 cartes que j'ai pu imprimer de la nouvelle lune et de la pleine lune. Et je pense que cette analyse va être un petit peu longue, donc vous pouvez soit décider de l'écouter en plusieurs fois, soit plonger et essayer de ressentir en une seule vague le message que je veux vous envoyer, parce que nouvelle lune, c'est l'ouverture d'un cycle. Et ce cycle, il va durer 28 jours, et en 28 jours, eh ben, il y a des phases ascendantes, des phases culminantes, des phases descendantes, et ensuite, on arrive à nouveau à ce cycle de nouvelle lune. Donc, c'est très important de considérer qu'à la nouvelle lune s'ouvre un espace, une proposition qui va nous entraîner pendant tout le mois dans un tourbillon de choses. Il se passe des choses très importantes dans le monde actuellement. Il y a des grands personnages à qui il arrive des épreuves telles que le capitaine Paul Watson qui a créé Sea Shepherd, cette grande association caritative. Je pense que c'est une association, en tout cas un regroupement d'humains qui veillent à faire respecter les lois qui interdisent la chasse abusive et criminelle des baleines, par exemple. Et il y a des pays qui ne respectent pas ces accords internationaux tels que le Danemark et le Japon, et qui continuent de massacrer des dauphins, des baleines, etc. Et Paul Watson, par exemple, a été incarcéré au Groenland et risque d'être extradé au Japon. Et c'est un monsieur de 75 ans qui risque de finir sa vie
dans les geôles japonaises. Donc c'est le moment d'aller regarder ce que ça nous fait de voir et d'imaginer qu'un grand défenseur du vivant, des baleines, puisse finir sa vie incarcéré dans ce monde où on a tellement, tellement besoin de se soutenir, on a tellement besoin de ces grands mammifères. Vous savez à quel point j'aime les baleines. D'ailleurs, sur cette chaîne, vous pouvez trouver une méditation qui s'appelle la méditation de nouvelle lune de Lady Oceania. Et c'est une méditation hypnotique qui est intemporelle. Vous pouvez la faire à chaque nouvelle lune. Elle est facile à retrouver dans les liens de la chaîne. Donc tout ça pour dire, cette nuit est partie Irène Grosjean, une grande défenseuse du vivant, de la naturopathie. On est là dans un moment où on voit toutes les grandes valeurs de cette humanité portées par des humains qui ont eu des vies incroyables s'exprimer et de savoir ce que nous, on a envie d'exprimer et de laisser comme trace ou de ne pas laisser de traces, en tout cas de notre passage sur cette terre. Ça peut être également, comme moi je m'acharne à le faire. Quand je dis je m'acharne, c'est parce que c'est très, très obsédant à l'intérieur de moi de nettoyer les espaces blessés, pas seulement pour me sentir mieux, être plus heureuse, plus épanouie, bien sûr que c'est très important, mais c'est aussi pour ne pas laisser mes poubelles derrière moi. Quand je ne serai plus là, je n'ai pas envie que mes enfants, mes petits-enfants, Gaïa, la terre, portent des souffrances que j'aurais pu nettoyer par moi-même. Il y a des choses que l'on peut incinérer, il y a des choses parfois malheureusement que l'on enterre, mais aujourd'hui la proposition elle est vraiment pour chacun de prendre soin des 7 générations à venir et de libérer aussi les générations qui nous ont précédés. C'est une philosophie de la voie rouge des peuples amérindiens par exemple, qui nous incite à être en présence, en conscience avec le vivant, avec l'astre solaire, avec la vie à chaque instant pour honorer le fait d'être né et de marcher sur cette terre. Donc voilà, c'est une introduction un petit peu longue, mais qui parle également de ce rayonnement de cette nouvelle lune en Lion, dans la maison 10, qui est une maison de l'accomplissement personnel et de l'accomplissement également professionnel. Donc, quand le soleil et la lune sont conjoints, c'est le moment de déposer des intentions. Donc, moi, j'aime bien allumer une bougie pour manifester dans la matière mon intention. Je suis une bougie, j'allume moi-même la bougie de mon cœur, mais le fait de l'allumer en présence et de voir cette cire qui fond me rappelle qu'à chaque instant, je suis responsable de ce que j'envoie dans ce monde et dans le monde des pensées, dans ma posture d'humaine. Donc, un bon moment pour déposer des intentions en Lion, ça peut concerner également l'amour, vos intentions de cœur, et ça peut concerner également l'enfance, votre joie de vivre, votre ancrage, parce que le signe du Lion est un signe fixe, votre ancrage dans votre joie, renouveler vos vœux d'être. Être soi-même, simplement, et sans chercher toujours à être dans une forme de comparaison. Il est temps pour nous de nous accomplir dans ce que nous sommes et de prendre les risques de se dévoiler et de se montrer comme le fait le lion qui se pose comme ça sur son rocher et qui observe son territoire, qui observe son territoire intérieur et qui l'offre aussi dans son rayonnement. Rayonnons, soyons des lions, soyons des lionnes et ne nous laissons pas faire non plus par les manipulations de nos croyances erronées qui ne demandent qu'à sauter. Bon, on n'y est pas tout à fait encore parce que c'est vrai qu'on a un Saturne qui est là, qui essaye de sortir un petit peu tout le monde des illusions, mais on va en parler. Il y a un grand carré là qui va vraiment exciter un peu les foules entre Saturne en Poisson et Jupiter, Mars qui vont être conjoints dans la maison 8, donc une maison quand même qui concerne les héritages familiaux,
les possessions, les groupes, les grands groupes. Donc il y a des choses qui vont faire bouger dans la matrice les peuples, hein. Quand je dis matrice, j'entends qu'il y a plein de matrices qui se superposent les unes aux autres. À nous de voir dans quelle matrice on a envie de mettre notre énergie et celle qu'on a envie de nourrir. Donc on a des grandes tensions dans cette lunaison, dans ce mois qui s'ouvre, et donc je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Tout d'abord, on a un axe, l'axe de la maison 3 et de la maison 9, qui est un axe qui va nous parler des voyages intérieurs et des grands voyages. Il y a une idée de trouver le positionnement qu'on veut avoir là où on est dans la famille, et en même temps la grande quête personnelle qu'on a et dans la grande famille de l'humanité. Et cet axe-là, il est intercepté. Et vous savez que j'aime bien observer les interceptions parce que ça montre les espaces qui sont comme mis entre parenthèses ou qui sont comme endormis. Un peu en analogie, ça nous fait penser à, au mode rétrograde ou l'introspection, la façon dont on peut rentrer, avoir du mal à accéder aux énergies. Et là, c'est les énergies du Capricorne et du Cancer qui sont concernées, toujours des énergies de sensibilité chez le Cancer et de difficulté peut-être à exprimer ses émotions et ses ressentis dans le Capricorne, qui pourtant, lui, apporte une véritable stabilité et une grande force de réalisation, de prise de responsabilité dans le secteur de la famille, de la fratrie par exemple, dans cette lunaison, et qui va peut-être aider ce Cancer en face qui lui se retrouve investi d'un astéroïde qui s'appelle Hadès, qui parle des mémoires ancestrales. Il y a quelque chose de l'ordre de la matrice du ventre de la plus archaïque qui se retrouve dans ce placement à l'intérieur du Cancer, qui est le signe du ventre de la mère. Donc là, on a comme une espèce de plongée profonde dans le ventre de l'humanité qui est mais travaillée, mais vraiment dans les tripes, et qui a du mal à s'exprimer en face avec une planète, la planète Cérès, qui se trouve également interceptée et au carré des lunes noires. Et c'est vrai que quand Cérès se trouve au carré de l'axe d'incarnation et des lunes noires, on va avoir comme ça des choix à faire, et qui sont de lâcher nos vieilles choses. Vraiment, là, c'est le moment de faire un reset à l'intérieur de soi et de dire « mais stop, il y en a marre de ruminer toutes ces vieilles croyances, ces vieilles salades. On est blessé à l'intérieur de nous et on ne sait pas comment se sortir de ça. Alors que, bon, malgré tout, on peut faire le choix d'alléger un petit peu en s'appuyant sur la sagesse qui est à l'intérieur de nous, la sagesse de nos ancêtres, et c'est un petit peu ça qui est demandé de regarder, d'avoir un petit peu plus de rigueur intellectuelle et de discipline comme le propose Hadès, pour ne pas tomber dans le désordre, dans le chaos total, la nonchalance, le détachement, le déclin, le désordre dans lequel l'humanité est en train de s'enfoncer à certains endroits. Il y a ce qui émerge et ce qui creuse. Il y a un moment où ce qui se fait à l'extérieur est le reflet de ce qui se fait à l'intérieur également. Alors on ne peut pas forcément agir grandement à part signer des pétitions, envoyer de l'amour et être présent le plus en conscience sur l'extérieur évidemment. Mais la véritable œuvre, l'ouvrage sur lequel nous devons tous nous mettre, c'est notre métamorphose intérieure. Et Pluton, intercepté sur le 0 degré du Verseau, propose lui aussi, avec son apex à l'ascendant et à la maison 7, de revoir notre lien à la naissance, à la renaissance, au couple, aux relations. On est vraiment talonné par des énergies qui nous poussent complètement à nous transformer.
Et si l'on résiste à ce travail, on va créer des kystes émotionnels encore plus gros et puis, il est fort à parier qu'on ne se sente pas vraiment bien. Pluton, il peut déclencher, des angoisses, des choses, quand même, pas très sympas. Ah moi j'adore Pluton, hein, c'est le maître de mon soleil, en Scorpion, j'y vois, un grand alchimiste, j'y vois un puissant maître des profondeurs, hein, comme Hadès et là, ce ne sont pas des énergies qui jouent contre nous, dont il faut avoir peur. Ce sont des énergies dont il faut nous saisir, pour accepter que telle la plante qui se couche au sol, de se décomposer pour mieux renaître. Parce que là, il y a un moment, on ne peut pas rester comme ça en espérant ne pas vieillir avec le syndrome de Peter Pan et rester en mode gazeux, des adolescents complètement égayés et immatures. Nous devons passer à un stade de maturité pour mieux grandir, aider cette humanité à évoluer. Alors on peut aussi partir dans une posture de l'humanité va mal, tout est perdu, on court à notre perte, oui peut-être, certainement à certains endroits. Et puis on peut aussi essayer d'imaginer que tant qu'on respire dans l'instant présent, on peut faire des choses et on peut garder quand même de l'espoir, parce que sinon se retrouver dans les zones de désespoir, c'est faire du gris. Le gris, c'est la dépression, c'est la nostalgie, ça amène à la rumination, ça amène à se croire être le symptôme de ce que l'on n'est pas, ça amène à aller mal, et quand on va mal, on envoie du négatif, et quand on envoie du négatif, on blabla, vous connaissez tous ça. Hein. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, même si on a des épreuves et des grosses difficultés les uns les autres à traverser, que les énergies sont parfois très choquantes, c'est violent, il y a quand même des opportunités de guérison et d'évolution qui sont là, et à nous de nous en saisir en étant le plus détaché dans l'acceptation. Vous pouvez aussi aller voir sur cette même chaîne, il y a un peu plus d'un mois, j'ai mis en ligne un texte sur l'acceptation, où je détaille un petit peu cette énergie selon mon point de vue à moi, qui n'est que ma vérité personnelle. Et donc, je pense que là, nous sommes dans l'acceptation, mais l'acceptation, je le dis bien, ce n'est pas du renoncement. L'acceptation peut être très active, hein, il y a quelque chose de très vivant dans l'acceptation. Et derrière, il y a une paix intérieure qui se dépose. Et je vous incite vraiment à faire l'expérience de trouver cette acceptation en vous. Alors, les énergies du lion sont à l'honneur, puisque à la nouvelle lune, nous avons également Vénus et Vesta qui sont dans le signe du lion. Donc, on aime, on a envie de se connecter à ce soleil qu'on a beaucoup attendu, avec un été qui a eu du mal à se mettre en route, et on a besoin de vivre notre joie et de vivre des moments de connexion avec les autres, avec les enfants, de s'épanouir dans notre créativité. Alors la créativité, extrêmement importante, avec une Vénus en Lion, une Vénus amoureuse, c'est un cœur amoureux à l'intérieur de soi, amoureux de soi-même, amoureux de son environnement, amoureux de l'autre, mais d'abord commencer par être amoureux de soi pour pouvoir effectivement ouvrir son cœur dans des polarités douces, et non pas dans un besoin de combler et d'attente, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un carré qui arrive sur la belle Vénus, qui la rend un peu électrique, qui la rend un peu tendue, puisque Uranus lui envoie des décharges électriques. Donc il peut y avoir aussi des coups de foudre, des élans spontanés, des ouvertures de conscience, des envies de faire des choses comme ça qui jaillissent du cœur, mais ça peut être aussi en mode crispé. Ça peut créer aussi l'inverse, parce que c'est un aspect évolutif, mais c'est un aspect de tension. Mercure, la planète de la pensée, de la communication, le maître des Gémeaux, qui discute, qui est comme un adolescent, un papillon dans le zodiaque, sera en mode rétrograde du 6 août au 29 août, et fera un retour en Lion le 16 août pour retourner en Vierge le 10 septembre.
Il redevient direct le 29 afin de réveiller la communication, l'amour, la joie et l'énergie du lion. Une énergie très, très communicante en lion, très créative, des projets qui fusent, des envies de se rassembler, de faire avec les autres, de faire des grands feux de joie, de jouer de la musique, de peindre, d'être ensemble, de danser, mais aussi un foisonnement d'idées joyeuses dans la tête. Donc appuyons-nous quand même sur cette énergie. Alors pendant son mode rétrograde qui finalement n'est pas si long que ça, il va y avoir aussi une incitation à creuser à l'intérieur de sa psyché, de sa pensée, et d'observer c'est quoi toutes ces pensées qui tournent à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce que c'est utile de les garder, est-ce qu'on ne peut pas les recycler, est-ce qu'on doit absolument dire tout le temps ce qu'on pense, ou est-ce qu'on peut des fois apprendre à se taire et pas donner son point de vue à tout bout de champ. Est-ce que quelquefois notre parole est bénie ou pas, hein, ça, je pense que ça peut être intéressant quand Vesta est dans le même secteur qu'un Mercure. Bon, là, elles ne sont pas en conjonction proche du tout, mais on peut sentir quand même qu'il y a un regroupement de ces planètes-là. Comment c'est notre feu sacré qui va s'exprimer, hein. Vesta, elle fait partie de ce groupe, de ces femmes qui portent la flamme. Alors évidemment, avec l'ouverture des JO, j'y voyais vraiment un rapprochement. On a vu, excusez-moi, un peu une mascarade, hein, un truc assez complexe à intégrer. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que je ressens par rapport à ça, mais on n'est pas là sur un feu sacré, on est plutôt sur un feu ostentatoire, hein, quelque chose de dérangeant même. Et on peut ressentir comme ça qu'il y a besoin de faire attention à ce qui nous est envoyé et qu'on est complètement aveuglé et dans nos pensées par un feu en ce moment qui nous envoie des symptômes très paradoxaux en fait. D'autant plus que Vénus sera aussi en Vierge à partir du 6, le lendemain 2 jours après la nouvelle lune. Donc on va pouvoir s'appuyer sur une Vénus un peu plus, avec une belle pensée aussi, un peu plus dans la terre, un peu plus dans une préciosité, une organisation. Il ne faut pas oublier que la Vierge est aussi gouvernée un peu par Cérès et Déméter, qui sont des énergies de moisson, de culture, et de faire émerger, remonter des ombres, la lumière sur la terre, puisque Déméter est en lien avec sa fille Perséphone, Proserpine, qui a été enlevée par Hadès, le dieu des enfers, et qui l'emprisonne 6 mois sous terre. Il a fait d'elle la reine des enfers. Et sa mère Déméter, donc Cérès, l'énergie de la Vierge, se bat contre cette injustice qu'elle ressent de ne plus avoir sa fille auprès d'elle et de devoir s'occuper de tout sur la terre. Donc il y a un moment, il y a comme un flottement dans le choix justement de est-ce que je tombe dans la colère, est-ce que j'accepte mon sort, et autant Perséphone, la fille, en fait son affaire, puisqu'elle est bien contente d'être quand même reine des enfers, et quand elle remonte au printemps auprès de sa mère, elle ramène toute l'expérience des profondeurs à la lumière, et c'est aussi ce qui nous est demandé de faire. C'est un petit peu ça que je sens avec Hadès en Cancer, hein, le lien avec la mère et avec le ventre. Donc, en fait, on va avoir une conjonction, donc un rassemblement entre Vénus et Mercure les 7 et 8 août. Donc là, notre pensée et notre cœur, notre façon d'aimer conditionnée terrestre, notre Vénus, notre polarité féminine, vont s'unir à l'intérieur afin de fusionner. Et c'est une rencontre qui a lieu quand même régulièrement tous les ans, mais qui nous permet à chaque fois d'ensemencer un nouveau cycle à l'intérieur de nous, dans notre cœur et dans notre pensée. Donc c'est bien pour enclencher le cycle qui s'ouvre. Ensuite, Vénus ira en Balance le 30 août. Donc là, elle va rentrer chez elle, dans son signe de prédilection avec le Taureau. Ce sont des signes où Vénus se sent
heureuse de déployer tout son cœur, toute sa polarité féminine, toutes ses valeurs, son abondance, parce que Vénus peut être aussi en lien avec les finances, avec nos possessions. Et quand Vénus arrive dans le signe de la Balance, il y a quand même une intention de conciliation, de diplomatie, elle aura pris des forces un petit peu dans le signe de la Vierge pour structurer un peu ce qu'elle veut. Et en arrivant en Balance, elle va pouvoir se déployer et apporter son rayonnement d'amour, en fait. Mars est en Gémeaux jusqu'au 5 septembre, donc il entrera en Cancer, mais on va dire que de grandes aventures l'attendent dans ce laps de temps jusqu'au 5 septembre. C'est-à-dire que pendant toute la lunaison, Mars va se rapprocher et faire une conjonction avec Jupiter. Donc on en a déjà un petit peu parlé. Mars, c'est le maître du bélier, c'est du feu brut, c'est de la testostérone, c'est une polarité masculine, c'est l'action, c'est notre volonté, c'est ce qui fait qu'on marche, qu'on a les pieds qui s'activent en fait. C'est aussi l'homme vu par la femme et le yang, il y a plein de choses autour de Mars. Jupiter, lui, c'est aussi du feu. C'est une planète qui maîtrise le Sagittaire. Donc, il y a une quête importante dans ce Jupiter, un côté pionnier, un côté ouverture vers l'infini, vers le grand, vers le lointain, qui maîtrise une énergie d'expansion qui peut aller jusqu'à déclencher une démesure dans tout ce qu'il touche. Il grossit, c'est du feu qui va rencontrer du feu. C'est deux grosses planètes qui vont se surexciter l'une l'autre. C'est un peu deux grands chefs de guerre qui se retrouvent côte à côte. Jupiter, lui, va s'occuper un petit peu des côtés plus religieux, la foi, les lois et les grandes études, etc. Et Mars, il va être plus sur le terrain, ça va être plus le fantassin, mais celui qui est quand même, qui part au front. Donc là, j'ai senti ce mot affront qui est arrivé. Je vous en parlais en introduction. Il y a la tromperie, se couvrir de honte, c'est se tromper, se faire insulter, et c'est aussi faire front, c'est se battre, c'est passer par des états dangereux, pénibles, et la conjonction de ces deux énergies très grandes qui aura lieu le 14 et le 15 août, donc au moment de... C'est quoi cette fête religieuse de la Vierge, là, peut-être moi, ça ne me parle pas trop, la religion, mais d'un seul coup, le 15 août, je sens qu'il y a comme une espèce de montée en énergie, quelque chose qui va flamber, qui va être extrêmement puissant, puisqu'il y a un gros carré avec Saturne en Poisson et avec Vénus et Mercure, ainsi que les lunes noires en avançant un petit peu dans la lunaison. Donc quelque chose qui est extrêmement chaud et blessé, parce que le carré avec Saturne, c'est cet affrontement avec la loi, avec l'autorité, avec le père, qui lui cherche à garder ses valeurs, ses positions. Vous me connaissez, hein, vous savez que j'hésite pas à employer des termes que patriarcat, tels que sororité, et ce sont des termes qui sont très puissants parce qu'ils montrent les endroits où nous sommes en archétype. On n'est pas sur des petites choses qui nous agitent récemment. On est sur des valeurs qui datent de longtemps, qui doivent bouger. Et là, il y a quelque chose qui met le feu aux poudres. Et ça vient chercher aussi le féminin et notre pensée et les lunes noires, donc les blessures inconscientes, les endroits, les traumatismes de l'humanité et du passé. Donc Mars et Jupiter vont s'entendre ou ne pas s'entendre, mais ils vont se lier ensemble, un peu comme des alliances qui portent à la fois le front, l'affront, et c'est à nous de rester droit dans nos bottes et de se préparer à se faire un peu secouer le paillasson, hein, parce que là, c'est pas des énergies tendres. Alors, il n'est pas question d'avoir peur. Je ne suis pas là pour dire que ça va... J'ai aucun pouvoir d'envoyer aucune énergie négative sur ce placement, sur ce transit. Mais par contre, on peut être certain quand même qu'il y a du feu
et qu'il y a de l'air qui est soufflé sur le feu. Donc forcément, il peut y avoir un embrasement encore plus fort. Comme on a déjà vu, les volcans qui pètent, c'est à mon avis pas prêt de s'arrêter. D'autant plus qu'Uranus, la belle Uranus, qui est quand même une planète d'ouverture de conscience, elle est aussi en tension avec Mercure et Vénus. Et on sent qu'il y a de l'électricité aussi qui est envoyée. Tout ça, c'est en plus dans la maison 8, la maison des héritages, du passé, la maison du Scorpion. Donc, on est vraiment dans des énergies qui s'excitent les unes les autres. Et ouais, il y a vraiment de l'électricité dans l'air, il y a des éclairs qui fusent dans le ciel, hein. On est enfin, on doit se préparer à ça parce que Pluton, il est aussi en tension pour faire évoluer notre ascendant et notre maison 7, la maison des relations. Il va falloir trouver des espaces de paix à l'intérieur de nous dans cette lunaison pour nous poser, pour ne pas nous laisser embarquer par cet environnement bouillant, chaud, électrique qui va se déployer durant toute cette lunaison. Alors on a un grand cerf-volant d'air et de terre, de feu, et enfin bon, qui est assez complet là, qui se pose à cette nouvelle lune, qui part d'un Pluton et qui arrive sur la maison de l'accomplissement, donc la maison 10. Donc ça part de la maison 4 qui se transforme, nos bases. Ça passe par Uranus et l'axe d'incarnation, les lunes noires. Autant dire que les énergies peuvent être à la fois des défis et des alliés pour nous aider à atteindre notre accomplissement, notre rayonnement personnel. Donc l'idée, c'est pas de s'inquiéter, mais l'idée, c'est vraiment d'observer ce qui se passe. D'autant plus qu'il y a aussi tout un tas d'énergies qui arrivent sur Neptune en Poisson, qui, elle, est sur le dernier degré karmique du signe, pleine de toute l'eau qu'elle a emmagasinée depuis 164 ans, depuis la dernière fois où elle était dans cette position, et qui va déverser son eau pleine de conscience, de douceur, de maturité, d'amour. Cette bonne étoile va arriver pour déverser toute cette eau dans le Bélier prochainement. Mais en attendant, on est quand même sur un maximum de flou artistique et d'illusions quand même encore très tenaces dans cette lunaison. Toutes les alliances de feu qui sont dans cette lunaison sont attisées par de l'air, et j'observe cet astéroïde Junon qui est comme un peu prisonnière des lunes noires et du nœud sud. Donc on peut sentir avec une opposition à Neptune. Donc il y a quelque chose de tendu avec Pluton également. Donc on est vraiment dans une reformatage, reset, reconfiguration de nos modes de pensée, de nos idéaux. Junon, c'est l'idéal amoureux en particulier, mais justement de notre façon de nous reconsidérer autrement dans les relations humaines. Et c'est blessé, c'est blessant parce que on est fait ainsi que on s'attache à notre histoire et à notre personnage, à qui l'on est, et on a bien du mal à se projeter dans un ensemble, dans un grand tout, qui pourtant, il me semble que nous ne sommes guère plus que des petites cellules faites de conscience circulant dans un grand tout qui est le vivant. En tout cas, c'est une des façons peut-être de le prononcer, et de voir que en se nettoyant soi-même, on participe à nettoyer le tout. Et ce que l'on envoie en soi, on l'envoie dans le tout. Et c'est ça qui nous est demandé aujourd'hui, de sortir du sacrificiel, sortir des échoppes grisantes du passé. Et nous avons également un choix cornélien à faire. Donc, ce choix cornélien vient de Corneille, et cela signifie, je le vois à travers le carré entre Cérès et les lunes noires, il y a quelque chose qui est difficile à accomplir, parce que cela oppose cœur, sentiment à la raison. Et on se sent poussé par des devoirs, et notre honneur est en jeu. On a le sentiment d'être dans une voie sans issue.
Alors c'est pour ça que ce choix cornélien qui nous habite, c'est peut-être déjà de commencer, d'après ce que moi je ressens, à différencier ce que peut être le monde des émotions et le monde du sentiment. Je respire. À un moment, je pense qu'avec la maturité, et on peut être très mature à 20 ans et être très immature à 75 ans, hein. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'intention à l'intérieur de soi, de s'ouvrir et accepter de lâcher les choses et d'être comme une toile mouvante qui se peint à chaque instant. Donc, le monde des émotions, c'est un monde qui n'est pas le monde des sentiments. Et très souvent, on confond les deux. Le sentiment, c'est quelque chose qui a à voir avec l'essence, qui a à voir avec quelque chose de subtil. Il n'y a pas de pression dans le sentiment. Il y a un état d'être. Il y a quelque chose qui est... on peut avoir des beaux sentiments comme des sentiments plus compliqués. On peut avoir un sentiment amoureux qui n'est pas l'émotion d'aimer, qui n'a rien à voir même, je dirais. La plupart d'entre nous, nous sommes complètement perdus dans des émotions qui nous font faire des montagnes russes. Nous prenons pour nos émotions, nous devenons nos symptômes, nous incarnons notre tristesse, notre joie, nous nous attachons à ne pas vouloir perdre ceci, à vouloir cela, et nous créons un bouillonnement émotionnel qui est très intense et qui fait surchauffer la tête en vrai. Il nous est demandé de mettre un petit peu d'eau fraîche sur tout ça là. Et les lunes noires, c'est un peu la douche froide, certes. Vider le bol qui est trop plein pour pouvoir le remplir à nouveau du nœud sud. Bénéficier de toutes les expériences et de toute la richesse de nos expériences du passé, oui, mais en même temps accepter de déverser tout ça au sol de façon humble pour pouvoir se remplir du sentiment qui est derrière. Et ce sentiment, il a une noblesse, il a une légèreté, il n'a pas la couleur de l'attente, il n'a pas la couleur de la renonciation. Le sentiment, il est intemporel. Et je ne dis pas que je maîtrise mieux que vous, je suis issue d'un monde très émotionnel et dans mon thème de naissance, par exemple, j'ai énormément d'énergie eau et on sait que l'eau, c'est du bouillonnement émotionnel. Et si je vous parle de ça, c'est que je connais très bien le processus de passer dans toutes ces eaux, les eaux du scorpion, les eaux intimes, les eaux intérieures et comment je peux sortir. D'ailleurs, j'ai écrit un texte qui s'appelle La boue, qui est aussi à disposition sur les réseaux sociaux, qui parle de ça, comment on plonge dans notre boue, comment on peut laver la boue pour pouvoir à un moment se retrouver à nouveau dans la clarté. Bon, bref, tout ça, ça fait beaucoup de choses. Donc, je vous incite quand même à faire ce travail de plonger dans vos boues intérieures, de ne pas confondre émotions et sentiments et de vous élever vers ce qui est le plus léger, de garder ce point de vue audacieux et candide et insoumis que peuvent avoir les enfants qui avancent dans l'expérience avec un mental qui n'est pas aussi lourdingue que celui qu'on s'est construit. À présent, j'ai envie de vous parler un petit peu des énergies de la pleine lune. Alors j'ai fait ouh là là quand j'ai regardé la carte. Alors dans ce ouh là là, ça comprend déjà un Pluton en maison 12 qui m'a pété aux yeux. Alors comme je vous ai dit, moi j'aime énormément le grand alchimiste du zodiaque, mais quand il est en maison 12, il nous rappelle que là, le maître des profondeurs dans une maison des profondeurs, c'est pas une pleine lune légère. Ça ne peut en aucun cas être une pleine lune légère, d'autant plus qu'il est en tension avec l'astéroïde Chiron et Eris, qui sont des astéroïdes de guérison profonde qui nous font sortir justement de ces états de chaos, de discorde, pour nous faire retoucher notre unité. Donc là, il va y avoir vraiment des choses qui vont devoir être mises à l'humus et c'est quand même assez flagrant.
pour une pleine lune. Il y a des alliances, hein, Pluton est en alliance avec Uranus, avec Neptune, avec le nœud sud. Donc tout ce travail-là, il est fait sous la protection de l'amour, de ce qui doit être. Il n'y a pas d'angoisse supplémentaire à créer après cela, hein. Donc on a donc une opposition Soleil-Lune sur le 27e degré du Lion et le 27e degré du Verseau. Donc c'est un axe qui nous parle de notre soleil intérieur que l'on met à disposition du collectif, le soleil du groupe, les associations, l'ère du Verseau qui est une ère très altruiste, très collective, régie par un Uranus, donc tant plus qu'il y a un ascendant Verseau, donc on est vraiment concerné par cette énergie uranienne. Uranus qui lui, à cette pleine lune, fait toujours un joli carré au Soleil, à la Lune, à Mercure, et donc il va continuer à nous envoyer des petites châtaignes pour nous réveiller. Et ce qui est très intéressant dans cette pleine lune, c'est qu'à nouveau, il y a une zone interceptée absolument gigantesque. Vous pourrez observer que la maison 1 encadre totalement le poisson. Elle démarre en Verseau, elle finit en Bélier, et elle a à l'intérieur d'elle la Lune, Saturne, Neptune et le nœud nord. Donc là, on est dans un émotionnel très introverti. Tout le travail qui est enclenché à la nouvelle lune continue à se faire en sous-sol, je dirais même dans les caves, et sortir des choses des catacombes de notre être et de notre société. Un soleil qui est opposé à la Lune va toujours créer une tension dans les polarités, et il va y avoir dans l'interception d'en face, donc c'est la Vierge qui est interceptée, avec quand même dans cette zone interceptée la part de chance, Mercure, le Soleil conjoint à Vesta au degré près, Vénus, les lunes noires, Junon et le nœud sud. C'est énorme. C'est comme si il y avait besoin de trouver un équilibre puissant à l'intérieur de nous. On sent un féminin blessé, le couple, il y a une charge émotionnelle qui est très intense pour pouvoir nettoyer le sacrificiel, les pensées erronées. Tout ça, ça travaille énormément la relation à l'autre, et il y a énormément d'énergie karmique à l'intérieur de cette zone interceptée. Donc, je ne sais pas comment le dire encore plus fort, mais restons bien centrés sur ce qui est de l'ordre de nos blessures intimes pour les évacuer. C'est le moment de se libérer de toutes ces charges émotionnelles et de libérer les vestales. Le feu sacré n'est pas soumis à contrainte. Nous sommes le feu sacré. Nous le portons en nous. Nous n'avons nullement besoin de que quelqu'un d'autre porte notre feu à notre place. Bon, la Fortuna, la part de chance, est dans ce secteur, donc nous sommes favorisés pour faire ce travail. Et bien sûr, le carré très puissant de Jupiter-Mars sur les lunes noires et Vénus et sur Saturne continue à cette pleine lune. Donc nous sommes talonnés absolument par le cavalier, le guerrier qui va pas nous lâcher comme ça. Là, on est vraiment dans le dur du sujet, en fait. La Pallas en Scorpion, maison 9, elle nous amène également à sortir notre guerrière à l'intérieur de nous. Et Pallas en Scorpion, elle est quand même assez piquante, donc il ne va pas falloir nous faire suer profondément parce que ça va réagir. Le peuple est quand même à bout. Il y a des choses alternatives en Verseau qui sortent, qui veulent émerger. Il y a des gens qui ne veulent plus subir des systèmes compliqués, erronés et qui nous écrasent. Et ces gens-là vont entraîner avec eux tous ceux qui sont encore dans le doute. Cérès en maison 11 parle de faire des choix pour le groupe, en Capricorne, donc dans des structures profondes et longues.
Donc il y a vraiment dans cette pleine lune, un grand trigone d'air qui met ça souffle, ça attise le feu, ça met du souffle. La maison 4 est extrêmement travaillée, donc nos bases, il y a un apex puissant sur ce secteur-là, donc nos bases intérieures et nos foyers. Donc il peut y avoir des mouvements, hein, des choses qui bougent. On est dans un bateau qui coule, un bateau qui bouge, on essaye de colmater. Je pense que là, il y a un moment, c'est bien vraiment de se sentir solidaire et de prendre soin vraiment des autres en conscience. Donc c'est l'axe 1-7 qui est intercepté, donc l'axe de moi et de ma mise au service à l'autre, de l'autre et du couple. Donc soyons vigilants et doux avec nos partenaires, parce que là, il y a quand même des tensions qui sont assez fortes. Il y a énormément de choses à dire quand on observe les cartes, et j'aurais pu en imprimer encore d'autres, mais là je vais vous faire une vidéo déjà de 50 minutes et je pense que c'est assez pour pouvoir avoir l'ambiance générale. Je vous propose de réécouter. Vous pouvez également visionner les autres articles et les autres vidéos de ma chaîne où je publie également des poèmes et des textes sensibles. Je vous propose des prestations telles que votre thème de naissance, les révolutions solaires, les synastries sont très intéressantes pour voir comme ça comment ça fonctionne dans les relations, les parents avec leurs enfants, les conjoints, les associés, etc. Votre évolution solaire, ce sont les énergies de l'année, comment les transits vont passer sur vos planètes et quels sont les enjeux dans des secteurs de votre vie. Et bien sûr, toujours les peintures de thème de naissance en fonction de vos éléments de naissance. Donc, ce sont des peintures vibratoires que je connecte avec votre thème de naissance et mes ressentis intuitifs. Et également tous les soins que je peux faire autour du féminin blessé, parce qu'aujourd'hui, j'accepte que dans mon système, j'ai la maturité et assez d'amour pour moi-même et pour les autres pour pouvoir accompagner le féminin blessé dans la mesure où je sais de quoi je parle et je sais par où j'ai pu passer à l'intérieur de moi. Il y a comme une galerie qui s'est faite à l'intérieur de moi et qui a pu aller chercher des choses que je peux aujourd'hui ramener à la lumière et que je peux offrir pour permettre d'accompagner des jeunes femmes, des femmes. Et bien sûr, je pourrais aussi m'occuper des hommes, mais étant donné que pour l'instant, je passe aussi par l'art-thérapie et que je moule les ventres et les bas-ventres des femmes matures, des jeunes femmes, des femmes enceintes. Aujourd'hui, je ne me sens pas légitime de mouler le corps des hommes, mais par contre, faire un accompagnement émotionnel et dans le sentiment, ça, c'est possible. Donc, retrouvez-moi sur les réseaux de la sensorialité des étoiles. Et puis, lorsque je ne publie pas de vidéos, c'est souvent que j'ai écrit des articles. Donc, je vous incite à rester en lien avec moi. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Moi, je vais retrouver ma famille autour d'un feu de camp. Je vais travailler mon abondance, ma créativité, mon cœur. Là, je suis en train de créer des nouvelles illustrations, des nouveaux personnages, des nouvelles peintures guérisseuses pour moi et qui envoient aussi des messages pour vous. Donc, je vous montrerai tout ça. Restons en lien et puis prenez soin de votre cœur. Dites-vous que peut-être ce que vous trouvez aujourd'hui extrêmement grave et insupportable, dans 5 minutes ou dans 5 ans, ça n'aura plus aucune importance. Et nous sommes fragiles et nous sommes extrêmement forts en même temps. Donc appuyez-vous sur votre phénix et laissez faire la magie du vivant. Allez, je vous embrasse. À bientôt.